La vraie soirée peut enfin commencer. Après avoir discuté à bâton rompu, parlé de vous pour apprendre à mieux vous connaître et raccrocher les liens, peu à peu, le silence se fait, et vous voilà à tous regarder les bougies, dont les flammes vacillent lentement dans le noir. Un courant d'air frais parvient parfois jusqu'à vous, épongeant la goutte de sueur qui se préparait à couler sur votre front. Assis en demi-cercle, certains avachis, d'autres droits comme la justice, vous attendez que la première personne prenne la parole pour cette première histoire. Des genoux craquent, elle se lève, et poussette son yukata noir aux fleurs de glycine mauve, passe une main dans ses cheveux noirs piqués d'une unique fleur mauve. Elle regarde droit dans les yeux chacun d'entre vous, tape 2 fois dans ses mains, s'incline, puis s'assied sur les genoux. Elle prend une grande respiration. Vous retenez la vôtre, et elle prononce la formule rituelle. Mukashi mukashi, hyaki, yako. Il ne faut jamais se couper les ongles la nuit, ça porte malheur. En tout cas, c'est ce qui se dit au Japon, depuis des temps immémoriaux. Quiconque outrepasserait ce conseil se verrait condamné à ne pas être présent lors du décès de ses parents. Ou pire même. Si on pouvait penser que cette suggestion provenait du simple bon sens et visait avant tout à éviter une blessure qui s'infecterait à cause de la pénombre, cette histoire pourrait bien vous convaincre du contraire. Tomino était un jeune homme comme les autres, cheveux noirs, yeux sombres, partageant son temps entre ses études d'économie à Waseda et son baito dans un combini. Il louait un petit appartement au 4e étage d'un immeuble un peu vieillot, sans ascenseur et aux lumières clignotantes. Quand le métro passait à proximité, tout tremblait. Il comportait 2 pièces, une cuisine et une pièce à vivre. Enfin, 3 si on compte la minuscule salle de bain, où il devait un peu se contorsionner pour pouvoir se laver, et se cognait contre le mur régulièrement quand il prenait sa douche, même s'il faisait attention. Fait rare pour un appartement de cette taille, il y avait une baignoire dans laquelle il pouvait, en se pliant, s'immerger complètement. Sur les tatamis de la pièce qui lui sert de chambre et de salon, se trouve une tache sombre, impossible à retirer, malgré tous les lavages et les produits chimiques que la société qui lui loue l'appartement a testés dessus. C'est d'ailleurs à cause d'elle, ou plutôt grâce à elle, qu'il a pu avoir cet appartement pour si peu cher. La tache ressemble vaguement à un corps recroquevillé sur lui-même. Et l'agent immobilier était plutôt évasif et mal à l'aise quand on lui posait des questions sur celle-ci. C'est de l'humidité seulement. Oh non, 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 non. Je vous assure, il n'y a eu aucun mort, aucune scène de violence. Vous pouvez vérifier dans les journaux si vous voulez. Cependant, à ce prix-là, il ne restera pas libre longtemps. Alors, vous le prenez ou pas? Et effectivement, l'appartement sentait parfois la moisissure et l'humidité. Mais pour ce prix-là, il n'allait pas râler. Un véritable appartement à la place d'une chambre d'étudiant en plein Tokyo, c'était une aubaine. Et puis, le bâtiment était vieux, et les bois craquaient régulièrement. Toute l'électricité était à refaire, et il n'était pas rare que la tuyauterie fasse un bruit infernal quand il se faisait couler un bain. Mais ça lui conférait un certain cachet. Quand il rentrait tard le soir, la lumière clignotait pendant de longues minutes avant de finalement éclairer chichement son appartement. Peu importait la puissance de l'ampoule qu'il mettait, l'appartement restait constamment dans la pénombre, de jour comme de nuit. Peut-être le fait qu'il était orienté plein nord et pas du tout isolé y jouait pour beaucoup. En tout cas, il y faisait sombre et tout le temps froid. La salle de bain était son havre de paix. Chaude et embuée, il pouvait y passer des heures après le travail. Parfois même, il prenait avec lui ses cours et y révisait au chaud dans la baignoire, manquant s'y endormir et laisser tomber ses précieuses notes. Quand il s'endormait dans son futon, surmonté de 3 grosses couvertures, il avait de temps en temps l'impression de voir la buée de sa respiration s'échapper dans l'air, été comme hiver. Parfois, juste avant de sombrer dans le sommeil, il avait l'impression d'entendre une respiration lourde et profonde juste à côté de lui, et un souffle glacé.
Mais quand il ouvrait les yeux, en se réveillant en sursaut, il n'y avait rien. Chaque soir, il posait son futon sur la tâche qui ornait les tatamis. La première fois, il avait frissonné quand il avait posé sa tête près de l'emplacement de ce qui ressemblait à un crâne sur cette forme sombre, qu'il avait fini par surnommer affectueusement Jin-Ei. Et puis, il s'y était fait. Et s'il invitait une copine de passage, il s'arrangeait toujours pour que le futon soit déjà posé, pour camoufler Jin-Ei. Quand il se sentait trop seul, il lui parlait. Et ainsi passe le temps. Jour après jour, c'est la même routine. Université, baito, appartement. Appartement, université, baito. Parfois, c'est un peu plus compliqué, en période d'examen par exemple. Il s'épuise sur ses révisions dès qu'il a un instant de libre. Et la lumière de son appartement reste allumée facilement jusqu'à 3, 4 heures du matin. Ses nuits sont courtes, 2 heures, 3 tout au plus. Heureusement, ce n'est que pour quelques semaines, et les vacances d'été se profilent déjà, juste derrière les examens. Toujours est-il que, dès qu'il est chez lui, il a le nez dans ses notes ou un bouquin. Et cette nuit-là, c'est peut-être parce qu'il était en train d'étudier une formule économique compliquée, ou parce qu'il était très tard. Mais en tout cas, il n'a pas vu l'angle de la table basse. Son gros orteil s'écrase contre le pied du meuble, décollant l'ongle de la chair et faisant couler le sang. Quelques gouttes jaillissent jusqu'à la tache sombre sur le tatami. Tomino crie, chancelle, manque de s'écrouler au sol. Du coin de l'œil, il a l'impression de voir une ombre passer. Un frisson lui parcourt l'échine. Il regarde autour de lui. Rien. Il reporte son attention sur son orteil. Le sang coule toujours et la vision de l'ongle éclaté lui arrache une grimace. Une partie est encore attachée à la matrice. Il essaye de la détacher du bout des doigts, mais la cassure est trop basse et ça fait trop mal. Alors il va dans la salle de bain, prend les ciseaux à ongles, coupe la moitié de l'ongle qui tient encore et se fait un pansement. Il en profite pour vérifier les autres orteils. Il regarde la longueur de ses ongles et hausse les épaules. Oh, au point où j'en suis. Et knip, knip, knip. Il se coupe les ongles de chaque orteil, un par un. Les dépose délicatement dans un mouchoir et le lance négligemment vers la poubelle. Le morceau de tissu n'arrivera jamais dans la corbeille. Il boite vers sa chambre, déplie le futon, inspecte son pansement et se couche. Il sent son orteil pulser régulièrement sous le pansement et finit par s'endormir. Quand il se réveille le lendemain, le pansement est imbibé de sang et son orteil lui fait mal, un peu plus que la veille. Il range son futon, regarde les tatamis. Tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression que la tache est un peu plus sombre que d'habitude. Jin-Ei, c'est toi? Tu bois mon sang? Tu comptes devenir vivant ou tu vas venir me hanter? Qu'est-ce que je suis con, moi, quand même. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois aller à l'unif, moi. Aïe! Boitillant, Tomino part. Cours, travail, appartement. Son orteil lui fait un mal de chien. Il sort le désinfectant, les compresse et nettoie la plaie. Tout son orteil est rouge et chaud. Quand il appuie dessus, un peu de sang et de pus sort. Il refait un pansement bien serré, sort son futon et le place sur les tatamis. À peine sa tête posée sur l'oreiller, il s'endort. Sa respiration lente et régulière fait un petit nuage de vapeur juste au-dessus de lui. À ses pieds, la couverture frémit, remonte légèrement, dévoilant ses orteils. Le pansement, blanc, vire doucement au rouge. Le sang s'écoule goutte à goutte, tranquillement, et disparaît avant de rouler sur le tatami. Le lendemain, Tomino a mal, fort mal, et il est fatigué. Quand il se regarde dans le miroir, il est pâle et a de grandes cernes sous les yeux. Quand il voit l'état de son pansement, il râle. La rougeur de son orteil s'est étendue vers son pied.
Il part vers l'université en jurant. Chaque pas est plus douloureux que le précédent. Il est passé chez le pharmacien, qui lui a donné un désinfectant plus fort et la recommandation d'aller chez un médecin si ça n'allait pas mieux d'ici 1 ou 2 jours. Ce soir-là, il a à peine la force de se faire réchauffer un bol de nouilles. Il nettoie et désinfecte la plaie convenablement, pose son futon sur les tatamis. La tache sombre dépasse un peu à gauche du matelas. Il a à peine fermé les yeux qu'il sombre dans un sommeil profond. La couverture se soulève à nouveau. Le blanc du pansement vire au rouge vif. Dans le silence, on entend des lappements, une succion, une aspiration et un râle langoureux. Sous le futon, la tache sombre s'étend lentement, dépassant légèrement des 2 côtés du matelas. Sous la couverture, une ombre se faufile, dessinant la forme d'un corps langoureux, qui pose sa tête dans le creux de l'épaule de Tomino, se serre contre lui. Puis, la forme disparaît. Tomino se réveille en hurlant, pose la main sur le futon, à l'emplacement que la forme vient de quitter. Le matelas est glacial. Lui, il se sent fiévreux. Il se lève, regarde son pansement trempé de sang. Le rouge de l'infection est maintenant au-delà de sa cheville. Il a les yeux brillants et enfoncés dans ses orbites. Petit matin. Il se lève péniblement et se traîne chez le médecin. Il regarde la plaie, lui prescrit des antibiotiques et du repos. À peine rentré chez lui, il s'écroule sur le futon resté sur place, gobe 2 pilules. Il ne prend même pas la peine de se déshabiller ou d'éteindre. Il se glisse sous les draps en grelottant. Il a à peine posé la tête sur l'oreiller qu'il sombre dans un sommeil agité. La couverture se soulève. Son pansement est retiré délicatement. Une ombre aux dents blanches, brillante et effilée, gobe délicatement le bout de l'orteil. Suce le précieux liquide et croque le doigt de pied. Le sang coule, au rouge, chaud. Tomino ouvre les yeux, sent la douleur se propager dans tout son corps. La créature resserre encore les dents, arrache l'orteil et l'avale goulûment. Tomino ouvre la bouche pour hurler. L'ombre noire relève une tête aussi sombre que son corps, étend un index démesuré vers la bouche du jeune homme. Un index terminé par une griffe effilée jaunâtre, sur laquelle sont incrustées des rognures d'ongles, celles de Tomino. D'un geste rapide et sûr, elle lui coud les lèvres ensemble. Le cri reste enfermé, bloqué dans la cage ainsi formée, tandis que le sang coule lentement le long du menton du jeune homme. L'ombre le ramasse du bout du doigt. Un frisson le parcourt, et une langue aussi rouge que le sang de Tomino lèche avec avidité le précieux liquide. Le jeune homme essaye bien de se lever, de bouger, mais il est paralysé. Ses yeux exorbités roulent dans leurs orbites. Il bouge la tête de droite à gauche frénétiquement, essaye de hurler. En vain. La bouche de la créature s'approche d'un 2e orteil, gourmande, et croque, croque, croque. Morceau par morceau, elle dévore Tomino. Elle l'attache sous le futon, s'assombrit de plus en plus et grandit, dessinant les contours un peu flous d'une forme humaine recroquevillée sur elle-même, tandis que Tomino disparaît, bouchée après bouchée. Quand l'ombre a terminé son repas, elle se lèche les doigts une dernière fois. Fait disparaître les dernières gouttes de sang, et sans un bruit, se fond dans la forme désormais plus nette qui tache les tatamis. S'il y avait eu quelqu'un dans la pièce, à ce moment précis, il aurait pu entendre murmurer d'une voix inhumaine. Qu'est devenu l'appartement depuis ?
Il se raconte que même si l'agence a fait changer les tatamis après la disparition de Tomino, la tache apparaît sur les nouveaux et ne disparaît pas, malgré les lavages. Enfin, ça c'était jusqu'à récemment. Entre-temps, l'immeuble a été détruit, reconstruit, et il y a une chambre murée et vide dans la façade nord. C'est ce qu'il se raconte dans le quartier. Alors que sa dernière phrase s'estompe dans la nuit, la jeune femme au kimono mauve à glycine regarde tour à tour chacun des membres de l'assemblée, un fin sourire sur les lèvres, en laissant encore planer le silence quelques secondes. Puis, elle se relève, enlève la poussière qui s'est installée sur le bas de son yukata noir à motif de glycine et s'approche de la première bougie. Elle se penche dessus et souffle sur la flamme vacillante.